Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 8h17, le petit déjeuner politique ce matin, c'est Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique. Bonjour Barbara Pompili. Bonjour. L'envolée des prix à la pompe, le gaz, l'électricité, la taxe carbone, l'écologie, les vacances de M. Blanquer, la campagne électorale, autant de questions que nous allons essayer d'aborder. On a un petit quart d'heure. Commençons par la justification de Jean-Michel Blanquer. Si c'était à refaire, j'aurais choisi un autre lieu de vacances, mais pas question de démissionner. Le ministre était dans les règles dans ce qu'il a fait Oui, il était dans les règles, mais il l'a dit lui-même. Le symbole est fort et donc il a reconnu lui-même qu'il aurait peut-être dû éviter ce genre de destination. Après, il ne faut pas que tout ça détourne des vraies questions, qui sont les questions de comment on gère cette crise sanitaire pour faire en sorte de trouver le juste équilibre entre préserver évidemment notre santé et puis faire en sorte que nos enfants puissent aller à l'école. Et ça fait 2 ans que ça dure, ça fait 2 ans que on essaye de trouver les meilleures solutions. Moi, je comprends complètement que tout le monde soit très fatigué, que ce soit les personnels de l'éducation nationale ou évidemment les parents. Oui, mais la politique, vous connaissez bien aussi, évidemment, vous, Barbara Pompili, elle tourne souvent autour de symboles, quoi, de gestes en fait comme ça. Et là, il a commis une erreur, quoi. C'est vrai, mais il le reconnaît lui-même. Donc, à partir de ce moment-là, je crois que ce n'est pas ça, objectivement, qui aurait changé d'un iota les décisions qui ont été prises. Elles auraient été les mêmes s'il avait été au cœur de Paris. Mais on doit être exemplaire, quoi, finalement, Il faut toujours être exemplaire quand on fait de la politique. Après, il faut aussi reconnaître que les hommes et les femmes politiques sont comme tout le monde et peuvent aussi prendre du repos. L'important, c'est qu'on reste à sa tâche et le ministre Blanquer est à sa tâche sur le sujet depuis 2 ans. Je rappelle que c'est depuis 2 ans qu'il est jour et nuit dans le travail sur cette pandémie. Oui, bon, les plus taquins diront aussi que c'était pas très écolo de prendre l'avion pour aller en hiver à Ibiza à 2h, qu'il aurait pu choisir une autre destination. Alors 1,70 € le litre d'essence, parfois. Les questions d'énergie, vous allez en parler demain avec vos homologues européens que vous allez recevoir à Amiens, gaz, électricité. Juste avant ça, cette question quand même de l'essence. Est-ce qu'il faut de nouvelles mesures? Il y a eu le chèque inflation de 100 €. Est-ce qu'il faut de nouvelles mesures pour aider les Français avec ce pouvoir d'achat qui est grévé une nouvelle fois? Oui, alors on fera le bilan sur le pouvoir d'achat en général depuis le début du quinquennat. Nous avons des chiffres qui ont été sortis et qui montrent que le pouvoir d'achat en France a augmenté et plus que dans beaucoup de pays européens. Maintenant, on a une crise aujourd'hui qui est une crise qui est due au prix de l'énergie, qui est une crise très forte, qui est quasiment l'équivalent de ce qu'on a connu dans le choc pétrolier. Et donc, depuis le début de la crise, on a mis en place des moyens pour que nos concitoyens n'en subissent pas trop les conséquences, que ce soit avec le chèque énergie, vous l'avez dit, avec le chèque inflation de 100 €, et là ça touche 38 millions de Français, donc on n'est pas sur quelques personnes. Y compris ceux qui ne prennent pas leur voiture, quoi, d'ailleurs. Oui, mais parce que justement, les prix de l'énergie, ça touche pas seulement le carburant. Donc on a bloqué aussi les prix du gaz, on a bloqué les prix de l'électricité. Toutes ces mesures font que on contient l'inflation et on passe cette vague qui est une vague qu'on espère la plus courte possible, évidemment. Oui, mais donc sur les taxes sur l'énergie, est-ce qu'il faut les revoir? Là, si ça continue de monter, par exemple, pour les prix du carburant. Vous savez, la taxe principale sur l'électricité, on l'a quasiment baissée de 0. Oui. Elle était. Non, mais là, je parlais des carburants, de l'essence. Sur l'essence, vous savez, on a une fiscalité qui est du même ordre que toute la fiscalité au niveau européen. Quand les gens disent « oh là là, il y a beaucoup de fiscalité en France », en fait, on est dans la moyenne européenne. Je pense qu'il faut juste qu'on ait ça en tête. Cette fiscalité, elle permet aussi de financer d'autres choses, de financer ce qu'on... Oui, mais écoles, en attendant aussi, c'est le pouvoir d'achat aussi qu'elle attaque, quoi, bien sûr, des gens qui se déplacent pour aller travailler. Quand il y a un problème sur le pouvoir d'achat, on met en place des mesures d'urgence. Oui. Je vous rappelle que 100 €, ceux qui conduisent beaucoup, là il y avait un reportage qui disait là on a 12 € de plus. Là on peut tenir un certain nombre de semaines quand on fait un plein avec 12 € de plus grâce à ce chèque de 100 €. Ça résout pas tout. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des mesures ponctuelles qui sont des mesures d'urgence, mais nous, notre responsabilité, c'est de nous préparer à la suite. Et nous préparer à la suite, c'est de prendre des mesures structurelles
sur les prix de l'énergie, et l'Europe joue un très grand rôle là-dessus. On va en parler dans un instant. Et deux, pour aider nos concitoyens à moins avoir besoin d'énergie. Quand on aide, avec ma prime Rénov', nos concitoyens à isoler leur logement, c'est pour qu'ils payent moins cher leur chauffage, qu'ils aient moins besoin d'énergie. Quand on paye les primes à la conversion, les bonus, pour que les personnes achètent des voitures électriques, c'est aussi pour qu'elles arrêtent d'avoir des pleins très chers. Donc il y a des mesures d'urgence et des mesures de long terme. Mais là, il n'y aura pas de nouvelles mesures d'urgence face à la flambée de l'essence à la pompe. Il n'y a pas de nouvelles mesures d'envisager. Que ce soit aide ou que ce soit en fait sur les taxes. Je vous rappelle qu'on a déjà sur la table 14 milliards d'aides qui ont été mises sur la table par l'État. On continuera si nécessaire. A priori, ce qu'on espère, c'est que cette crise ne dure pas trop. Oui, et donc pas de nouvelle aide de prévu. À ce stade, non, mais encore une fois, elles sont en train d'être mises en place, ces aides. Elles sont en train d'être mises en place. Alors, pour qu'on comprenne bien aussi, sur le gaz et l'électricité au niveau européen, vous souhaitez revoir ça, parce que il faut le savoir, mais les prix de l'électricité que nous produisons, notamment, sont beaucoup dépendants de celui du gaz. Expliquez-nous pourquoi, est-ce que vous pouvez faire? Oui, typiquement... Et c'est en fait tout l'objet de ce qui va se passer là dans les jours qui viennent à Amiens, où je reçois les ministres de l'énergie, européens, de l'énergie et de l'environnement. C'est cette question de mettre en place une souveraineté européenne. On ne peut pas y arriver tout seul au niveau français. La souveraineté européenne, ça veut dire quoi? Ça veut dire justement arrêter d'être dépendant du gaz russe, par exemple, ou d'importation de pétrole d'ailleurs. Donc c'est une forme de souveraineté écologique. La souveraineté écologique, ça veut dire que on va produire chez nous l'énergie dont on a besoin et on se dote des outils pour pouvoir le faire. Parce que évidemment, on a en Europe un marché qui nous permet de pouvoir avoir cette solidité. Ça nous permet en Europe de pouvoir dire aux pays étrangers, mais nous, on est soumis à une taxe sur le carbone, mais vous, pays étrangers, vous allez, pour rentrer sur le territoire, pour vendre vos produits, vous allez devoir payer une taxe carbone aux frontières. Mais comment on peut s'entendre au niveau européen, sachant que, par exemple, l'Allemagne n'a pas tout à fait la même stratégie que nous, et qu'elle s'appuie beaucoup sur le gaz, justement, et le fameux gaz russe, quoi. Oui, mais justement, on a au niveau européen des pays qui partent d'un point de départ différent. Mais le marché de l'électricité, de l'énergie européen, il nous protège. Aujourd'hui, quand il fait très froid, on importe de l'électricité des pays européens grâce à ce marché. Heureusement, parce que sinon, on aurait des coupures d'électricité. Donc, on a besoin de ce marché qui nous protège. Maintenant, en termes de prix, on voit que quand il y a des crises comme celle-là, le marché n'est pas complètement adapté, et donc on travaille avec les ministres de l'énergie et avec les ministres aussi de l'économie, avec Bruno Le Maire, pour réformer cette partie du marché pour qu'elle soit plus adaptée et qu'elle tienne compte justement des mix électriques qui sont plus décarbonés comme le nôtre. Quand on fait des efforts, eh bien on peut avoir moins cher notre électricité. À propos d'électricité, Barbara Pompili, comment se fait-il qu'on a toujours un certain nombre de réacteurs nucléaires qui ne fonctionnent pas? Ça représente, je crois, à peu près 20% de nos capacités. On a trop de réacteurs nucléaires qui sont à l'arrêt aujourd'hui. Alors, il y a des réacteurs nucléaires qui doivent être à l'arrêt pour de la maintenance, c'est-à-dire pour recharger du combustible, pour vérifier que tout va bien en termes de sûreté. Il y a des calendriers pour ça. Les calendriers ont été décalés à cause du début de la crise Covid. Et EDF n'arrive toujours pas à recaler son calendrier. Et puis, on a des imprévus. On a des réacteurs qui vieillissent en France. Et quand ils vieillissent, c'est comme pour une voiture, vous pouvez avoir des problèmes de corrosion sur une pièce. C'est exactement ce qui s'est passé, et là, ça demande. On n'a pas anticipé alors ça, non? Si vous voulez, on a des matériels qui sont prévus pour une certaine durée de vie. On essaye de les pousser le plus loin possible. C'est la stratégie qu'avait EDF, et c'était aussi une stratégie que nous avions pour justement profiter de ces centrales qui sont amorties, qui permettent aussi à EDF de vendre moins cher son électricité. Oui, à propos d'EDF, alors malgré les protestations d'EDF sur les 8 milliards de manque à gagner, à peu près, c'est ça, je crois. Il n'y aura pas de compensation de l'État, alors que EDF continue de demander, puisque vous avez stabilisé en fait les prix. Puis il y a eu des opérations qui ont été montées pour limiter en fait les prix. Il faut bien qu'on explique pourquoi on fait ça. Ça fait partie des mesures qui sont faites pour protéger le pouvoir d'achat des Français. On a demandé à EDF d'augmenter le volume d'électricité qu'ils vendent pas cher à leurs concurrents, pour que leurs concurrents aussi répercutent ces prix sur leurs clients. Et donc tous les consommateurs français vont pouvoir profiter d'une électricité moins chère grâce à ça. Moi, je trouve que c'est normal qu'on demande ça à EDF. Pourquoi? Parce que c'est justement de l'argent de centrales nucléaires qui sont amorties,
qui a payé pour la construction de ces centrales nucléaires? Ce sont les contribuables français. Donc c'est normal que dans une période de crise, donc dans une période exceptionnelle, Oui, mais EDF dit toujours qu'ils ont des dépenses, en fait, aujourd'hui. EDF ne vend pas à perte, hein. Ouais. EDF ne vend pas à perte. Donc EDF n'est pas à plaindre. Ils se plaignent mais à EDF, mais ils ne sont pas à plaindre. Ils ne vendent pas à perte l'électricité là qu'ils vendent moins cher. Ouais. C'est simplement que, en fait, ils avaient prévu que cette hausse des prix leur rapporte beaucoup d'argent et donc ça va leur rapporter moins d'argent que ce qu'ils avaient prévu. Donc c'est en ça qu'on dit que c'est un manque à gagner. Mais encore une fois, ils ne perdent pas d'argent, c'est juste qu'ils en gagnent moins que ce qu'ils auraient voulu. À côté de ça, évidemment, l'État a toujours été aux côtés d'EDF. On a besoin d'EDF qui est notre principal électricien pour que justement il continue de fournir de l'électricité aux Français, pour qu'ils se développent aussi, pour qu'ils se développent sur les renouvelables. On voit aujourd'hui que le fait d'avoir un parc électrique trop orienté sur le nucléaire fait que quand on a un problème sur des centrales nucléaires, comme c'est le cas aujourd'hui, on n'a pas d'autre solution. Quand on a ces tensions sur l'électricité, vous dites quand même merci au nucléaire et merci au choix qui est fait pour d'avoir des mini-réacteurs. Ah non mais attendez, ça n'a rien à voir. Là aujourd'hui, on a des centrales amorties qui permettent de vendre pas cher de l'électricité. Ensuite, on va devoir faire des investissements parce qu'on va avoir besoin de plus en plus d'électricité justement pour avoir des voitures électriques. Et c'est un bon choix d'aller vers le nucléaire, quoi. Et non, ce qu'il faut, c'est deux choses. Oui. C'est avant d'investir sur le nucléaire, il faut économiser l'énergie parce que moins on a besoin d'énergie, moins on a besoin d'en produire. Ensuite, on doit développer les renouvelables. On a besoin d'avoir des marges de manœuvre. Aujourd'hui, si on a un problème sur le nucléaire, on n'a quasiment pas de marge de manœuvre, à part de recourir à des fossiles. C'est très mauvais pour nos émissions de gaz à effet de serre. Donc on doit développer beaucoup les renouvelables. Et puis ensuite, d'ici une quinzaine d'années, et pas avant, on pourra reconstruire, on pourra avoir des nouvelles centrales nucléaires. C'est une vraie stratégie. Ce sont des investissements, mais c'est cher, quoi qu'on fasse. C'est une vraie stratégie. Est-ce que, alors, il ne faudrait pas aller jusqu'à ce que propose Yannick Jadot, par exemple, renationaliser EDF ? Moi, je n'ai aucune religion sur ces sujets-là. Mais ce que je pense, c'est que avant de penser à nationaliser EDF, je peux vous dire, moi, comment je fais pour avoir de l'électricité qui arrive aux Français aujourd'hui. Comment on fait? Et je peux vous dire que EDF sera nationalisé ou pas, on a besoin de plus d'économie d'énergie, on a besoin de plus de renouvelables et on a besoin de travailler pour solidifier notre nucléaire. Quelle que soit la solution choisie. Donc après, moi, je veux bien qu'on parle de ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'aujourd'hui, j'ai pas assez de renouvelables en France pour faire face quand on a un problème sur le nucléaire. C'est ça le vrai problème. Et on a un besoin aussi d'une harmonisation au niveau européen pour ne plus dépendre des autres pays. Donc vous attendez beaucoup du discours d'Emmanuel Macron aujourd'hui au niveau européen ? Au niveau européen, Emmanuel Macron va réaffirmer sa volonté européenne qu'il a toujours exprimée depuis qu'il est arrivé. Quand il est arrivé, il avait son drapeau européen avec lui à la présidence. Un peu trop peut-être son drapeau européen. Il a voulu le mettre sous l'Arc de Triomphe après, quoi. Non ? Je crois que on a les polémiques qu'on mérite, franchement. Par contre, l'Europe, on en a énormément besoin. Là, on est en train de dire que justement, les prix de l'essence sont chers. Le développement de la voiture électrique, très fort. On est passé, je crois, en 2017, on devait être à 2,5% de véhicules électriques vendus en France. Maintenant, on est passé à 18%. C'est énorme, en 2 ans. Donc c'est énorme. Ça, c'est dû à quoi? C'est dû au fait qu'on a une réglementation européenne sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules. Et cette réglementation, là, elle va s'accompagner de mesures qu'on va prendre pour ne plus dépendre de l'étranger. Aujourd'hui, le problème des voitures électriques, c'est que il y a besoin de moins de personnes pour les construire que pour des voitures thermiques. Ça veut dire des emplois en France. Et les entretenir. Et les entretenir. Et là, on est en train de faire en Europe un règlement batterie pour qu'on produise plus de batteries en Europe, qu'on ne soit plus dépendant du lithium qui vient des pays de Chine, avec un règlement qui va obliger à faire beaucoup de recyclage pour qu'on soit moins dépendant. Tout ça, c'est l'Europe qui le fait. Et les batteries, du coup, on va les construire en Europe. Et ça, notamment par exemple l'usine à Douai qui est en train de se mettre en place, ça, c'est des emplois pour nous, c'est plus des emplois pour les Chinois. Donc voilà ce que je veux vous dire sur la souveraineté écologique de l'Europe. C'est tout ça, c'est la non-dépendance de l'énergie, c'est l'industrialisation en France et en Europe. Et puis, ce sont aussi des taxes pour ceux qui veulent rentrer. Alors c'est ça, c'est les taxes carbone pour les produits, etc. Là, il faut s'harmoniser au niveau européen, c'est ce que vous allez dire demain, pour que ce soit bien sûr, c'est la puissance du marché européen. Vous dites à des produits étrangers, si vous voulez rentrer sur le marché européen, 450 millions de personnes... C'est du protectionnisme, en quelque sorte. Absolument pas. Vous devez respecter les mêmes règles environnementales que les nôtres. Et on protège aussi nos agriculteurs comme ça. On va, je pense que le président va le dire dans son discours, on va se battre pour des clauses miroirs.
C'est-à-dire que les produits qui vont rentrer en France, y compris les produits donc agricoles, vont devoir respecter les mêmes règles que les nôtres en termes de pesticides par exemple, etc. On a besoin d'être ensemble avec l'Europe parce que la puissance du marché européen, ça nous permet de nous imposer vis-à-vis des autres pays. Pourquoi ça ne prend pas la campagne de votre ex-comparse Yannick Jadot dans les intentions de vote? Écoutez, moi ce que je vois, c'est que lui et le reste de la gauche, je suis hallucinée de l'impréparation de la gauche à cette campagne présidentielle. Et je ne m'en réjouis pas. Parce que du coup, on ne peut pas avoir de vrais débats sur des sujets importants. Vous n'allez quand même pas pleurer pour Yannick Jadot. Non, je pense que malheureusement, en plus, il pâtit d'avoir des soutiens qui ne l'aident pas beaucoup, faut bien le dire. Je crois que quand Sandrine Rousseau applaudissait des deux mains, quand Christiane Taubira a annoncé qu'elle voulait se présenter, forcément, ça ne l'aide pas. Mais d'une manière générale, les préoccupations écologiques sont des préoccupations très importantes pour les Français. Vous voyez, on parlait des prix de l'énergie, c'est des préoccupations écologique. On a besoin d'apporter des réponses. Il s'avère que Yannick Jadot et la gauche sont tellement pas préparés, alors que ça fait 5 ans qu'ils sont dans l'opposition, ils avaient le temps de se préparer. Le fait qu'ils ne soient pas prêts aujourd'hui pour la campagne, alors qu'on est à quelques semaines de l'élection présidentielle, c'est hallucinant. Eh bien, les propositions sur l'écologie, la politique écologique, c'est nous qui la menons. Moi, je fais des propositions avec mon parti en commun pour alimenter la campagne présidentielle. On va également avec Pascal Canfin, grand européen, proposer des mesures. Voilà, je suis désolée, mais les Français, ce que je crois qu'ils attendent, c'est des gens qui sont responsables et qui leur tracent des perspectives, pas des bisbilles et des bagarres entre partis et entre candidats. Merci. On mérite mieux. Merci Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique.